Bienvenue dans le débat de Financial Afrique. L'actualité nous pousse à donner la belle part au Gabon. Après le Mali en août 2020, mai 2021, la Guinée en septembre 2021, le Burkina Faso en janvier 2022 et en septembre 2022, le Niger en juillet 2023, la spirale des coups d'État se poursuit. Le Gabon vient de tomber sous la botte des militaires quelques heures après l'annonce de la réélection du président Ali Bongo Ondimba pour un troisième mandat. Alors le putsch perpétré par la garde présidentielle interrompt un processus démocratique, même unijambiste, même sans alternance. Pour en parler, je suis en compagnie de Rivo Ratsi Mondi, CEO de la RDE, catalyseur de PME. Bonjour et bienvenue. Bonjour Dominique et bienvenue. Merci. Et également avec Adam Awad, directeur de publication du magazine Financial Afrique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Dominique. Alors, le coup de force du 30 août, est-ce un coup d'État des Gabonais ou un coup d'État de la France-Afrique? Mais qu'est-ce que c'est que d'abord la France-Afrique, Rivo? Alors, d'abord, bonjour aux téléspectateurs de Financial Afrique. Bonjour Adama. Ravi d'être là, en tout cas, pour initier cette émission avec vous. Je commencerai peut-être pas par France-Afrique, parce que c'est, bon, historiquement, c'est le président Le Feu Houphouët-Boigny qui l'avait inventé à l'époque, pour justement dire à quel point l'Afrique était proche de la France et que voilà, il a été initié le mot France-Afrique. Mais aujourd'hui, quand on parle de France-Afrique, c'est une connotation péjorative. Je pense que Adama le consent. Quand on dit France-Afrique, réseau France-Afrique, c'est quelque chose de nébuleux, quelque chose de hors démocratique, qui ne respecte pas les règles, quelque chose qui en gros, demain, c'est la barbouze en fait. C'est ça. Alors, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Demain, l'actualité évolue très vite, mais vu tel que ça se passe, je me garderai bien de me prononcer parce qu'il y a certains éléments que je constate quand même qui me fait penser qu'effectivement ce réseau n'est pas loin, en sachant que le Gabon est quand même le maillon fort de ce réseau-là. Mais certains éléments aussi me font penser que quand même il y a certaines évolutions quand même. Mais je dirais que wait and see. On attend d'abord et puis je me prononcerai par la suite. C'est un peu trop tôt de le dire. Alors de votre côté, Adama, est-ce que c'est vraiment réellement un coup d'État gabonais ou un coup d'État de la France-Afrique? Alors, c'est un coup d'État gabonais perpétré par la garde présidentielle pour des raisons évidentes d'opportunité pour celle-ci, parce que c'est un secret de polichinelle. Le président a l'air en tout cas très malade, même si quelques jours avant les élections, un certificat médical disait le contraire. Et en plus, depuis cette maladie qui a commencé en 2018, je pense, avec un AVC, donc le Gabon était suspendu un peu à l'état de santé de son président. Il y avait une sorte d'usure de fin de règne, une ambiance un petit peu de passation de pouvoir qui ne disait pas son nom. Est-ce que c'était une passation organisée entre le père et le fils? Et finalement, comme a dit un journal burkinabé, nous avons eu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient pas vraiment très loin. Il s'agit d'un neveu du président. Donc on reste dans la famille. Ça ressemble plutôt à un arrangement et à un coup de palais, exactement. Et finalement, on dit qu'importe, puisque ça a l'air de marcher pour tous les Gabonais. Et on a vu hier le patronat très en grande forme face au nouvel homme fort. Donc, tout se passe comme si c'est le moindre mal pour le Gabon. Alors, ça a l'air d'un arrangement. Est-ce que vous partagez cet avis, Rivo? Oui, quand même, effectivement, parce que quand on regarde l'historique du général Clotaire Nguema qui a pris le pouvoir, il s'avère qu'il était élevé, en fait, demain par la famille Bongo. Et je suis d'accord avec Adama sur ce point-là. Pour moi, ça ressemble plus à une révolution de palais. Donc, sur ta question au départ, est-ce que c'est un coup de la France-Afrique ou plutôt en fait un coup gabonais? Donc voilà. Donc ça, c'est un élément qui me fait dire que plutôt c'est plutôt on reprend les mêmes et puis on refait. Parce que il est issu de la famille. On ne trahit pas la famille. Donc c'est une sorte de continuité pour moi.
Une sorte de continuité. Mais 48 heures après ce coup de force, quelles sont les conséquences économiques sur le Gabon? Quelles sont les conséquences économiques? Alors, elles sont nombreuses et variées. Nous avons vu la valse des cours en bourse de certaines entreprises et filiales françaises présentes au Gabon, notamment Eramet, qui exploite la mine de manganèse, la première au monde au Gabon, et qui a vu son cours chuter de 18%, atteindre son plus bas de l'année. Et puis, quelques heures après les assurances données par le nouvel homme fort, le cours a repris, donc la voie inverse et a regagné 10%. Donc on est passé de la peur à l'enthousiasme en quelque sorte. Et ça a été observé aussi sur le cours de Total Gabon, de Morel et Prom, qui est aussi l'autre grande compagnie française présente au Gabon et qui était d'ailleurs sur le coup de réaliser une grande opération en rachetant les parts de Assala Energy, sa concurrente. Et Assala Energy était détenue par un fonds américain qui s'appelle Carlyle, très connu un peu dans le monde d'une manière générale. C'est l'un des fonds vraiment mondiaux. Mais sur les conséquences économiques, on ne saurait s'arrêter seulement à ça, puisque nous avons ici même sur Financial Afrique eu à lire une contribution très intéressante de Harvest Management. C'est l'une des premières sociétés de bourse et d'asset management en Afrique centrale, qui a donc estimé que le Gabon est un acteur très important dans le marché de la dette de la zone CEMAC, c'est-à-dire la communauté des États de l'Afrique centrale, et que le trésor gabonais représentait à peu près 23% des emprunts. Donc c'est dire la peur bleue aujourd'hui de la part des détenteurs de ces obligations, les personnes comme vous et moi, ou bien les institutionnels qui ont investi dans la dette gabonaise. Mais j'imagine qu'ils ont été plus que rassurés en voyant un colonel, un treillis, mais qui apparemment connaît bien les affaires, puisqu'il est venu, il a dit, c'était sa première mesure, nous allons payer la dette intérieure. Donc quand les hommes d'affaires entendent cela, ils ne peuvent qu'applaudir, et c'est ce qui s'est passé hier. Un général, il ne faut pas offenser le général. Excusez pour le crime de l'aide général. C'est le général Otigui. Hein? Alors, c'est un vrai général, ce n'est pas un général d'opérette, c'est un vrai général. Maintenant, reste qu'il n'a jamais fait de guerre, comme la plupart de nos généraux. Alors, Révor se tourne de votre côté. À 48 heures, comme je le disais tantôt, quelles sont les conséquences sur l'économie gabonaise? Je pense que c'est trop tôt. L'économie gabonaise, effectivement, c'est très intéressant demain l'analyse d'Adama, parce qu'il n'a cité que des grands groupes. Il n'a cité que des grands groupes. Et je pense que c'est quelque chose de très qui reflète bien l'état de nos pays. C'est-à-dire que c'est essentiellement en fait formé par ces grands groupes étrangers, multinationales étrangères. Je ne dis pas qu'il ne le faut pas, mais Adama commence à citer Comelog, bon, il a cité Eramet, mais il aurait pu citer aussi effectivement Camelog, etc. Et tout. Je pense que c'est trop tôt pour analyser. Donc moi ce qui m'intéresse effectivement par rapport à ta question, c'est le devenir du tissu PME, petite moyenne entreprise ou petite moyenne industrie en fait. Ça c'est le catalyseur des PME qui s'exprime. Effectivement. Donc est-ce que ce coup d'État, parce que c'est un coup d'État, va influencer leur quotidien? Alors, j'aurais deux analyses. Première analyse, je pense que ces PME gabonaises, comme toutes les PME africaines, sont habituées à évoluer dans des situations un peu dures. Donc, je ne fais aucun doute par rapport à leur résilience. C'est-à-dire, ce sont des chefs d'entreprise qui sont habitués par rapport à nos écosystèmes. Vous voyez, comme au Sénégal, c'est dur en fait, demain de créer demain d'entreprendre, demain dans nos pays. Donc, pour ça, je pense que ce coup d'État, qui est très vite quand même circoncis, mine de rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'effusion de sang, Dieu merci. 48 heures après, les choses sont redevenues comme si de rien n'était, en gros, parce que Adama disait tout à l'heure, l'homme fort, le général Nguema, il est venu, l'ensemble du patronat gabonais est venu, il a annoncé, je pense, que 4 mesures prioritaires à ce qu'il y a à faire. Donc je pense que ça amène à rassurer l'ensemble de l'écosystème. Donc je pense que voilà, de loin, comme ça, je ne pense pas que ce laps de 48 heures ait perturbé quelque chose. Et le deuxième point, maintenant, c'est un peu plus long terme maintenant. Effectivement, Adama, tout à l'heure, a parlé du fait que
le gouvernement transitoire du Gabon s'est prononcé pour payer la dette interne. Et j'aimerais peut-être, on regardera ensemble sur les enquêtes de Financial Afrique prochainement, à combien se monte en fait cette dette interne et quelle est la part dans cette dette interne à qui l'État gabonais en fait est redevable par rapport aux PME. Parce que j'imagine les grands groupes comme d'habitude, ben voilà quoi, ils présentent leurs créances à l'État. Tout à fait. Mais il faudrait que demain qu'on puisse être vigilant sur le fait que combien aussi l'État doivent ces PME-là et il faudrait demain qu'ils règlent en priorité pour moi, au-delà des ramettes et puis, puis le reste. Oui. Certainement que nous aurons une lecture plus claire à long terme. Tout à fait. Et justement, quand on paye aux grands groupes, on fait vivre les sous-traitants, on fait vivre les PME, puisque c'est les locomotives qui tirent les wagons. Donc, c'est de l'argent injecté, en tout cas, dans le circuit économique local, qui va renforcer l'employabilité au Gabon, qui va rassurer les hommes d'affaires et qui va forcément attirer de nouveaux investissements. Bien sûr, vous m'accuserez de citer les grands groupes, mais je termine juste sur l'analyse en disant que sur le marché international, il y a une grosse panique quand il y a eu ce coup d'État. Parce que contrairement au Niger, qui lui n'a jamais émis d'eurobond, donc qui est un pays plutôt vraiment très africain dans cette approche de financement international, à part le financement concessionnel, on ne connaît pas de velléité d'émission à l'international sur le marché de la dette, ce que le Gabon a fait. Et le Gabon, alors l'eurobond du Gabon a atteint son plus bas aussi en termes de cotation sur les marchés financiers internationaux. Nous, on le suit à travers la plateforme de C-Bond, qui est l'alternative aux grandes plateformes que vous connaissez. Et on a vu l'eurobond du Gabon chuter très vite et atteindre à son niveau le plus bas en termes de cotation. Bien sûr, l'esprit associé s'est envolé. Et finalement, tout ça en rappelant que le Gabon a été, il y a quelques jours, très novateur en émettant ce qu'on appelle une émission dette contre nature. C'est-à-dire, d'ailleurs, Financial Afrique a écrit un papier là-dessus. Effectivement, ils avaient une échéance de dette qui arrivait à maturité en 2025. Ils ont repoussé le mur de la dette en rachetant donc une partie de cette dette et en émettant une obligation bleue pour sauver le bassin côtier, les tortues marines, les gorilles, etc. C'est-à-dire, c'est pour dire que le Gabon est un pays qui avait pris une option vraiment verte, de manière très déterminée, en interdisant par exemple les exportations de Grim dès 2010 et en mettant en place une exploitation responsable de la forêt, ce qui leur valide d'ailleurs la certification REDD+. Mais en revenant à la France-Afrique, il faut le dire, Ali Bongo était brouillé quand même avec la France depuis son arrivée au pouvoir. Alors, oui, mais peut-être c'est intéressant, peut-être juste en fait pour rebondir, je ne suis pas certain que le fait de payer des grands groupes puisse payer les PME tel qu'Adama en fait le dit. C'est-à-dire que c'est le fameux théorie de ruissellement. C'est le ruissellement. Oui, mais ça n'a jamais ruisselé pour personne en fait. C'est-à-dire en général, les grands groupes gardent l'argent, ils le rapatrient et avoir de plus près, mais c'est en tout cas tel que je le vois par exemple ici au Sénégal, je ne vois pas le ruissellement au niveau de ces PME là. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, sur l'émission effectivement de l'obligation verte que Adama vient de décrire, c'est intéressant, mais ma question est la suivante. L'état de nos pays, l'état du Gabon, c'est-à-dire que est-ce que en termes de fondamentaux, parce que là, on rentre quand même sur quelque chose de beaucoup plus complexe, très complexe. Et la preuve, lorsqu'on émet des eurobonds, c'est-à-dire qu'on vient s'endetter peut-être pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire que les obligations sont les dettes, c'est-à-dire que l'État cherche à trouver l'argent, c'est-à-dire il demande aux investisseurs, il dit écoutez, voilà, nous on a besoin d'argent pour investir dans l'infrastructure, pour faire les écoles, etc. et tout. Mais en contrepartie, vous nous donnez l'argent et nous, on vous met un taux dessus. Donc, on peut aller chercher l'argent au niveau de la CEMAC ou au niveau international, donc d'où l'eurobond. Ça, c'est pour nos téléspectateurs. Bien. Effectivement, quand on va chercher l'argent demain à l'étranger, oui, effectivement, c'est bien parce que ces 10 dernières années, l'argent, le flux d'argent, c'est-à-dire que tous les investisseurs cherchaient un taux de rendement à cause de les taux négatifs, quasiment négatifs, sur beaucoup de marchés financiers internationaux, aux États-Unis, en Europe,
peut-être en Asie moins, mais surtout aux États-Unis, en Europe. On est quasiment à des taux négatifs. Donc, du coup, les investisseurs cherchaient des endroits pour placer en fait leur argent. Maintenant, ça, il y a des conditions. Et ça présuppose effectivement, lorsque vous rentrez dans ça, c'est que vos institutions sont solides. C'est-à-dire que quand, je sais pas, quand les États-Unis émettent du moins les T-bonds, ou du moins quand les Européens mettent du moins des obligations, il y a quasiment plus de coups d'État en fait. Donc, c'est-à-dire que mon questionnement, c'est pourquoi allons-nous en fait vers des choses assez complexes? Et donc là, pour aller pour la partie que je maîtrise, dette contre nature. La dette contre nature. Voilà, émission dette contre nature. Exact. Je maîtrise moi. Obligation bleue. Exact. Mais derrière ça, il y a tout un ensemble. Peut-être là, tu pourras peut-être. Alors, effectivement, c'est complexe. C'est vraiment complexe, mais il faut le savoir. Le Gabon a été très en avance par rapport aux pays africains en matière de préservation de la forêt tropicale. Sur le bassin du Congo, je pense que c'est les forêts gabonaises qui sont le réceptacle aujourd'hui des gorilles, contrairement à la RDC, avec la guerre, avec l'exploitation minière, avec la perte de contrôle de l'État sur une partie du territoire. On est à des standards beaucoup plus modestes. Et contrairement aussi au Congo, d'ailleurs, qui a emboîté le pas au Gabon en interdisant les exportations de grimes non transformées. Le Gabon donc a fait beaucoup d'efforts, ce qui lui a valu d'avoir un équivalent CO2 évité en termes de pollution de 100 millions de tonnes. Donc, et il devait recevoir en contrepartie des financements conséquents, et c'est là où tous les pays donateurs, toutes les promesses faites lors des COP, etc., n'ont pas été respectées. Ils ont eu un financement de la Norvège dans ce cadre-là, de la pollution évitée. Mais là, ce qu'ils viennent de faire, c'est avec une garantie totale américaine et surtout la garantie des risques politiques. Donc, ce qui fait que l'eurobond qu'ils ont émis était très bon marché. Comme vous le soulignez, il y a une remontée spectaculaire des taux d'intérêt, mais ils ont eu cette dette, ils l'ont levée à 6,097. C'est vraiment, actuellement sur le marché, c'est introuvable. Mais actuellement, pour un pays africain noté B comme le Gabon, il faut aller chercher les 8,5%, voire même les 10% comme l'avait fait le Ghana il y a quelques années. Mais là, la question, c'est comment l'Amérique, en fait, l'Amérique a assuré à 100% à travers DFC, c'est une institution américaine qui a assuré l'émission à 100%. Ça veut dire qu'en cas de troubles politiques, ils peuvent se substituer à l'État emprunteur et rembourser les créanciers. Ce qui fait que aujourd'hui, ces créanciers sont plutôt l'esprit tranquille. Oui. Garantie pour les créanciers. Mais en fait, justement, la question que je me pose, excuse-moi Dominique, j'insiste vraiment, c'est justement, Adama vient d'expliquer quelque chose en fait qui est très complexe. Ouais. J'espère que nos téléspectateurs pourront suivre. Oui, en fait, c'est juste pour rassurer nos téléspectateurs. Tous les articles sont sur le site financialafrique.com. Dès qu'ils tapent Gabon, dette contre nature, ils ont tous les détails dans l'article. Mais mon questionnement juste, Adama, c'est le pays, le deuxième producteur mondial de manganèse. Manganèse, c'est un produit essentiel demain pour faire du fer. Tout à fait. Bien. Le pays, il est aujourd'hui membre de l'OPEP, le Gabon. C'est-à-dire qu'ils ont quitté, ils sont revenus demain dans l'OPEP. Tout à fait. Donc, c'est le pays qui a assuré une des indépendances énergétiques du moins de la France. Tout à fait. Je me dis donc, voilà, vous êtes le deuxième producteur mondial de manganèse. Vous êtes un grand producteur du moins de pétrole. Vous êtes membre de l'OPEP, donc vous devez produire un certain nombre de barils en fait par jour pour être membre de l'OPEP. Bien. Avec ces deux éléments-là, ils sont que 2 millions. Pourquoi faire des choses complexes? Pourquoi aller chercher l'argent avec des choses complexes? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que c'est pour moi, c'est une question légitime. C'est une question, on peut élargir la question en disant pourquoi les pays africains du Golfe de Guinée et du bassin du Congo, qui sont pétroliers, n'ont pas accumulé des liquidités comme l'ont fait par exemple les pays du Golfe? Pourquoi il n'y a pas de fonds souverains avec des réservoirs d'euros et de pétrodollars? Et pourquoi nos pays sont souvent endettés? Donc là, peut-être ça renvoie à la bonne gestion
des ressources. Mais en parlant du manganèse, j'insiste, je me dis, ça c'est l'un des points de friction entre le président Ali Bongo, déchu, et la France, parce que ou une des entreprises françaises, en l'occurrence Eramet, qui exploite le manganèse, parce que jusqu'à très récemment, c'était une exploitation et une exportation à l'état de matières premières. Et il a fallu justement après cette inflexion, parce que moi je pense qu'à partir de 2010, le Gabon quand même a pris une option très sérieuse pour la transformation locale de ces matières premières. Non seulement on a parlé des gris, mais le manganèse aussi, puisque le Gabon a insisté et ça a été des négociations titanesques qui ont finalement conduit Eramet à construire une unité de transformation locale. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont ouvert les portes du manganèse aux Indiens et aux Chinois. Alors, vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Oui, mais est-ce que justement, donc là c'est intéressant si on le voit sous cet angle-là. Est-ce que justement cette révolution n'est pas liée à ça? Parce que n'oublions pas que quand même l'ex-président maintenant Ali Bongo, avant sa maladie, du moins avant son accident de demande d'AVC, il avait signé des partenariats avec des Chinois. C'est-à-dire que les Chinois, je pense qu'ils ont mis en place une zone franche. Alors c'est plutôt les Indiens. Ah, c'était plutôt les Indiens. Voilà, autant pour moi. Mais en tout cas, je sais qu'ils voulaient diversifier. Voilà, ils voulaient diversifier désormais le partenariat et non plus exclusivement français. France-Afrique, peut-être, là j'imagine que là tu vas me relancer là-dessus, France-Afrique. Donc, je me dis juste que la Guinée l'a fait avec le président Doumbouya, quand il a demandé demain aux miniers de dire effectivement que vous devez transformer désormais localement avant demain que vous l'exportiez. Tant mieux si les Gabon, en fait, demain l'a initié demain par rapport à manganèse. Et c'est uniquement pour ça, à travers ça, en gros, pour moi en tout cas, que nos tissus PME vont se densifier, véritablement. Parce que du coup, lorsque vous êtes obligé de transformer localement, l'entreprise en fait qui extrait ne peut pas contrôler toute la chaîne. Et c'est uniquement comme ça que vous allez développer en fait votre écosystème. Donc c'est intéressant, comme ta question de départ, c'est quelle est la conséquence par rapport aux PME gabonaises? Et ça sera intéressant maintenant donc par la suite de regarder pour vérifier la théorie d'Adama, c'est que si l'État gabonais paye ces grands groupes via leurs dettes demain qu'il leur doit, on va regarder si ces PME en fait vont en bénéficier. Donc par rapport à votre question, vous avez reçu votre réponse, c'est un problème de gestion. D'abord aussi qui a aussi été à la base aussi du ras-le-bol de la population et puis de ce coup d'État. Oui, nécessairement. C'est-à-dire que les gens sont pauvres. Quand les gens voient, j'imagine là sur les réseaux, on voit passer des images avec autant d'argent, tout le monde envoie des messages. Est-ce qu'ils peuvent nous donner un sac? Je veux dire, oui, quand d'un côté vous avez des personnes, peut-être beaucoup plus globalement, peut-être je vais tracer beaucoup plus globalement. Un des gros problèmes de nos pays, je pense que c'est vraiment le continent où la différence de richesse est le plus palpable. Donc, ce que je veux dire par là, c'est on a des gens qui vivent dans l'opulence, le plus absolu, et nous avons la grosse majorité de nos populations qui vivent dans la misère la plus absolue. On revient toujours encore sur ce fameux problème de gestion. Mais nous poursuivons. Donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le cas du Niger, on l'a vu, la BCEAO, au lendemain du coup de force du 26 juillet dernier, il y a eu des sanctions qui s'en est suivies. Et là, est-ce que la BEAC fera-t-elle de même en décrétant l'embargo à l'État gabonais? Moi, en ce qui me concerne, je dirais que c'est deux situations différentes. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il s'agit d'un côté comme de l'autre d'un coup d'État, mais il se trouve que le coup d'État au Niger intervient dans une zone, la CEDEAO, qui est une organisation créée en 1975, qui s'est dotée d'un traité révisé en 1993 et d'un traité additionnel en 2001. Et ce traité additionnel interdit, condamne, avec la plus grande vigueur, toute prise de pouvoir par la force. Et il y a eu des jurisprudences, le Libéria, la Sierra Leone et même la Côte d'Ivoire, en début de jurisprudence en Gambie, où les pays de la CEDEAO sont intervenus ou ont menacé d'intervenir en cas de prise de pouvoir par la force ou, dans le cas de la Gambie, de non-respect de la volonté du peuple gambien qui avait voté pour l'actuel président. Donc, dans le cas de la CEDEAO, je pense que la prise de pouvoir par la force était quelque chose, c'est dans le consensus, puisque le traité additionnel de 2001 a été signé à Dakar et pas à Paris, pas à Washington. Et c'était une volonté souveraine de la part
des États de la CEDEAO, après avoir engrangé une décennie de progrès, parce qu'on a commencé par les années 90 avec les conférences nationales souveraines, vous vous rappelez, et on voulait stop, on ne veut plus de militaires. Dans les années 80, sur les 15 pays de la CEDEAO, 13 étaient dirigés par des militaires. On a donc vécu l'expérience et les limites du militarisme. Donc dans les années 90 à 2000, on s'est dit, ça y est, c'est le temps des alternances. Le Bénin, le Nigeria, le Sénégal. Donc, et le président Wade qui avait cru, en insistant pour ce traité additionnel, ajouter une chape vraiment qui interdirait tout retour en arrière. Mais là, vraiment, on voit que la réversibilité des politiques vraiment publiques est effarante, parce que le Niger, comme vous l'avez dit, est aujourd'hui sous la botte militaire, de même que le Mali, le Burkina. Mais pour le cas du Gabon, c'est un coup d'État, la Guinée et j'en passe. Pour le cas du Gabon, c'est un coup d'État qui a été vraisemblablement accueilli, même si les condamnations de principe ont fusé de toutes parts. Les États-Unis ont condamné, la France a condamné, l'Union africaine a condamné, donc là c'est le principe. Maintenant, dans le fond, on s'est dit, bon écoutez, le président était quand même malade, c'est un troisième mandat, même si la constitution gabonaise n'interdit pas du tout le troisième mandat. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. En Allemagne aussi, le chancelier peut se représenter autant de fois qu'il le veut. C'est pas ça le problème. Dans le problème, c'est que par rapport à la BEAC, elle obéit à la CEMAC, la conférence des chefs d'État de la communauté économique. Elle est aussi membre d'une organisation, l'équivalent de la CEDEAO, c'est la CEAC, la communauté des États de l'Afrique centrale, laquelle, jusqu'à plus ample informé, n'a pas dans ses protocoles ou dans son traité de disposition vraiment qui contraignante par rapport à coup d'État, sauf que, et c'est le cas de le dire, elle est membre de l'Union africaine, et c'est l'Union africaine qui aussi interdit toute prise de pouvoir par la force. Donc là, je pense que lundi, on aura une déclaration du président de la transition. Peut-être on subodore qu'il parlera d'une durée de transition, et c'est là toute la question. Alors, je viens de votre côté, Rivo. Quelle lecture faites-vous de la réaction de la CEAC, de l'Union africaine, de l'ONU, après ce coup de force perpétré au Gabon? Mais je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'effectivement, comme Adama l'a rappelé, pour le Niger, en fait, on a plutôt l'impression que voilà, il faut déloger. La France a fait un communiqué. Il faut envahir. La Côte d'Ivoire est prête à envahir l'armée. Le Sénégal, le Bénin. On se pose des questions en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et pour le Gabon, comme je disais tout à l'heure, qu'on appelle la question d'origine, est-ce que mais pour le Gabon, c'est comme une lettre à la poste. Pour le Gabon n'est pas membre de la CEDEAO. Non, mais je suis d'accord. Non, que je fais le distinguo. Donc, parce que Dominique m'a posé la question, quelle réaction? Et je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures. Forcément, il n'y a aucune institution, aucun État ou aucun organisme international digne de ce nom va supporter un remplacement, entre guillemets, démocratique de quelque chose. Donc, tout le monde ne peut que condamner. Voilà. Donc, l'Union africaine a fait le minimum. Voilà, on condamne. Tous ceux qui, voilà, les Américains de façade, on condamne, etc. La Chine, bon, voilà, personne ne peut dire, ok, nous on soutient un coup d'État, voilà. Maintenant, Adama l'a bien rappelé, effectivement, notre zone en Afrique de l'Ouest, on est beaucoup plus intégré, d'accord, grâce à la CEDEAO, bien. Et le problème de la CEDEAO aujourd'hui, je pense que ça tu le sais Adama, c'est que effectivement il y a des textes qui ont été mis justement pour ne pas revenir en arrière. Mais le problème, c'est que ça a été... J'ai parcouru, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, en termes de sanctions. À aucun moment, tout à fait, aucun texte de la CEDEAO ne dit qu'on doit, en fait, on peut envoyer des militaires ou on peut finalement sanctionner quelqu'un, même en termes de sanctions. Parce que quand même, mine de rien, effectivement, ce qui se passe, peut-être pour recentrer un peu par rapport au Niger. Il y a quand même un traité interdisant la prise de pouvoir. Oui, effectivement. Mais le problème, c'est que la légalité, c'est ça, je pense que c'est pour ça que les gens sont un peu vont debout contre la CEDEAO, en termes de légalité. Aujourd'hui, le Niger, ils ont sorti un communiqué, il ne peut payer les fonctionnaires qu'en moitié. C'est normal. Si on vous bloque vos ressources,
C'est-à-dire que la banque centrale qui est ici, dont le siège est ici à Dakar, quel est le texte légal qui leur permet de bloquer en fait les ressources de l'État du Niger? C'est cette légalité-là en fait. C'est-à-dire que peut-être il y a quelque chose... Mais cette légalité, c'est le régime des sanctions qui est prévu justement dans l'article 45 du traité additionnel. Oui, c'est vrai qu'on ne prévoit pas d'intervention militaire. Oui, mais est-ce qu'on peut bloquer les avoirs d'un État? Effectivement. La conférence des chefs de l'État peut bloquer, peut décider de l'embargo dans des pays contrevenant aux règles de la CEDEAO. Et là, dans le cas d'espèce, il faut se donner les moyens de sa politique, cher Rivo. Soit on veut la démocratie, c'est-à-dire on se dit, écoutez, les militaires, on n'en veut pas. On ne veut pas de prise de pouvoir par la force, mais il faut se donner les moyens. Et ces moyens, c'est la contrainte. La contrainte, c'est le boycott, pas la guerre, mon cher. Oui, mais... Peut-être la guerre en dernier ressort. Mais d'abord la contrainte, et l'une des contraintes justement, c'est de dire à la BCEAO que le signataire légitime de votre compte, c'est le dépositaire de la volonté populaire. Le président Bazoum, qui a été élu par les Nigériens et qui n'a pas fait 50 ans, qui n'a pas fait 40 ans, qui n'en est qu'à son premier mandat. Effectivement. Pourquoi le renvoyer? Quel est le prétexte avancé? Ça, c'est le fameux coup d'État, donc comment on appellerait ça? Pour convenance personnelle. Je laisse réagir rapidement et puis on reste au Gabon. Hein. Je laisse réagir rapidement. Oui, effectivement, là là tu as raison par rapport aux dépositaires, et là je pense que la question doit être beaucoup plus élargie maintenant de manière légale. Oui. C'est-à-dire que la BCEAO, elle acte quelque chose en fait qui provient des États. Un État dit ok, moi je suis le président, ils doivent acter. Parce que c'est ça le souverainisme, c'est-à-dire que l'État décide, le peuple décide et qu'ils disent ok, nous c'est ça désormais notre président. Effectivement, tu as raison, c'était Bazoum. Il y a un changement entre-temps. Le peuple... Un changement par la Kalachnikov. Non mais effectivement, ça, personne ne le nie. Personne ne le nie. Convenance personnelle, le débat pour moi n'est pas là-bas. Mais mine de rien, au Niger, le peuple nigérien ne s'est pas soulevé pour contre la junte demain qui est en place. Le peuple nigérien, mon cher Rivo, as-tu jamais vu un peuple africain se soulever face aux militaires? Justement. Et le dernier qu'on a vu se soulever face aux militaires, c'était un certain Boris Yeltsin, et c'est en Russie. Justement là, les militaires ont voulu interrompre un processus démocratique. Il s'est levé, il a pris des risques, il est monté sur un char, des milliers de Russes l'ont suivi. Mais là, je vais en venir. Là où je vais en venir, effectivement, là où je veux en venir juste, c'est que si le peuple nigérien envoie le signal désormais à la BCEAO en disant que c'est eux désormais, tu me diras oui, mais par quelle voie, par quelle élection, ils se prétendent que eux sont les nouveaux maîtres du pays. Mais c'est ça en gros. Il y a eu des soulèvements anti-push qui ont été réprimés aussi. Moi, mon point ici, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas, au nom d'une, comment dirais-je, la démocratie en fait ne va pas d'un seul sens et que dans le sens en fait qu'on souhaite. D'accord? C'est-à-dire que les Nigériens ont dit finalement qu'ils n'en veulent plus de Bazoum. Mais est-ce qu'ils l'ont dit, cher? Non, mais c'est ça en fait. Est-ce qu'il y a un vote ou un sondage peut-être même secret nous allons repartir en Afrique centrale. Nous allons refermer la porte du Niger et repartir en Afrique centrale. Oui. Nous poursuivons avec le Gabon. Alors, on a assisté à ce coup de force le 30 août, applaudi par le peuple gabonais. Et là, il y a un après-putsch. Quid actuellement des intérêts des Gabonais en premier lieu et ceux des partenaires comme la Chine, l'Inde et la France en second lieu? Je commence par vous, Rivo. Je pense que le pays comme le Gabon, dirigé par une seule famille, parce que c'est ça en gros, c'est-à-dire que c'est la famille Bongo qui a régné depuis 1963, depuis le Hamba. Là, c'est le neveu. Ouais, donc, je pense qu'à un moment donné, les gens aspirent quand même au changement, mine de rien. C'est-à-dire qu'on a vu ça, c'est-à-dire que les partis, même en Algérie, les partis qui sont restés très longtemps au pouvoir, à un moment donné, les gens aspirent au changement parce que lorsque les gens ne voient pas le changement. C'est ça surtout en fait la chose. Et si tu permets, je veux juste en fait faire un petit parallèle. Quand vous prenez l'État de Singapour, c'est que Lee Kuan Yew, c'est l'homme légendaire qui a bâti la cité-État, a érigé en fait c'est quelque chose de minuscule à quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Ce que je vais dire juste par là, c'est que lui, il a eu 30-40 ans aussi demain pour le faire. Aujourd'hui, Singapour, c'est une place, c'est reconnu dans le monde, les gens veulent aller, bref, il y a quelque chose. Bien.
Il était connu que ce monsieur, Lee Kuan Yew, c'était un autoritaire. C'est comme ça que les autres, en fait, les appellent. Une fois encore, on est toujours appelé selon, finalement, du moins on est qualifié par d'autres selon leur propre paradigme, en fait. Si on pose aux Singapouriens, qu'est-ce qu'ils en pensent de lui, je pense que c'est complètement différent, du moins de ce vocable. Mais bon, j'utilise ce vocable parce que c'est comme ça qu'on le décrirait. Oui. D'un côté, nous avons donc la famille Bongo. Et je pense que dans l'exercice du pouvoir, ce que tout le monde recherche, c'est la continuité sur le temps. Parce que quand vous initiez quelque chose, il faut du temps pour que ça se passe. Et tous ceux qui montent des entreprises le savent. C'est pour ça que chez nous, le mythe de oui, je deviens influenceur, je deviens riche, demain c'est ridicule. Il faut 5, 10, 15 ans pour monter, même 20 ans parfois pour monter des boîtes. Et je trouve juste que la famille, du moins ce parti politique qui est là, ils ont eu quasiment 60 ans quand même pour décliner des choses. C'est-à-dire qu'ok, on peut se tromper, on peut faire des... Voilà, on peut tester des choses, on peut ramener... Et 60 ans après, quand on regarde le Singapour et on regarde le Gabon, Singapour, aucune matière première, pas de manganèse, pas de pétrole, il n'y a rien, strictement rien. Et quand on regarde le Gabon aujourd'hui, est-ce que le Gabon même possède une raffinerie? C'est-à-dire qu'un pays qui produit le pétrole qui n'a même pas de raffinerie. Or que c'est la clé. Pourquoi l'Arabie Saoudite aujourd'hui, quand vous allez en Arabie Saoudite, pourquoi les gens, quand ils font le plein, pourquoi demain ça coûte moins cher? Parce qu'ils produisent le pétrole, ils transforment le pétrole localement et ensuite ils exportent le brut ou du moins ils exportent du moins l'excédent. Donc ce que je dis juste par là, c'est que c'est vraiment un gâchis pour moi. C'est-à-dire que rester autant de pouvoir, par exemple moi à titre personnel, ça ne me pose pas de problème. Mais qu'est-ce que vous en faites? Comment vous avez fait bénéficier en fait votre population? Ils ne sont que 2 millions les Gabonais. Quand on regarde le PIB du Gabon, effectivement, théoriquement, c'est le meilleur PIB en fait par tête d'habitants en Afrique. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Quand vous regardez, moi je ne suis pas encore allé à Libreville, mais j'aimerais bien y aller prochainement. Quand vous regardez Libreville, ce n'est pas différent du Congo, ce n'est pas différent de Madagascar, ce n'est pas différent du Niger. Je veux dire, pourtant c'est un pays qui est censé avoir le PIB en fait, du moins le plus important. Donc ce que je veux dire, c'est le changement. C'est surtout ça, en fait. Je pense que le vent que le continent réclame désormais, c'est-à-dire qu'on veut un changement. On comprend désormais ce qui se passe. Grâce à Internet, les informations arrivent et les gens aspirent au changement. Et ces changements, ils viennent de quoi? C'est-à-dire que les gens, parfois, ne demandent pas, en fait, qu'ils roulent en V8 ou qu'ils ont des choses. C'est juste l'électricité. Je puisse envoyer mes enfants à l'école et que l'école chez qui j'envoie mes enfants, les professeurs, demain, ne sont pas en grève. C'est-à-dire que les facultés... À un moment donné, peut-être, je ne sais pas, peut-être il y aura une émission dessus en termes d'éducation, en fait, demain sur ce continent. Il n'y a pas un pays sur ce continent, je parle francophone, où l'enseignement supérieur n'est pas en grève. Pourquoi, en fait? On doit se poser des questions. Nous devons nous poser des questions. Et pour revenir à ta question, Dominique, c'est que je pense que le peuple gabonais, au bout de tout ce temps-là, il ne voit pas les choses changer. Ils étudient à l'étranger, pour certains, ils sont obligés de... Ici au Sénégal, vous avez beaucoup de Gabonais en fait demain qui étudient au Sénégal. Je me posais la question, mais pourquoi vous êtes là en fait? Dis-moi, chez nous, il n'y a pas ça. Mais le Gabon quand même, c'est un pays riche. Théoriquement. Manganèse, pétrole, maintenant, il y a le bois sur lequel on peut faire de l'argent. Donc je pense que vraiment, nous sommes dans une phase où cette population, cette jeunesse, aspire à un changement. Et je finis dessus, les problèmes sont tellement entassés depuis ces années. On a juste entassé des problèmes sans jamais les régler sur le fond. Et nous sommes arrivés où vous avez des priorités, des priorités, des priorités, des priorités, des priorités. Par quel bout maintenant il faut prendre? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un putsch, problème de démocratie, etc. et tout, mais les gens vont vous dire, ben oui, mais nous, on veut qu'ils changent parce que nous, on veut manger. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, priorité des priorités, des priorités. Donc, j'essaie de prendre du recul, en fait, pour dire, OK, pourquoi, en fait, on arrive à cette situation-là? Mais moi, je comprends le peuple gabonais. Je pense que, pour revenir à l'exemple de Singapour, et puis je finis dessus, le monsieur, Lee Kuan Yew, il est décédé, en fait. Il a laissé le pouvoir, mais sans que les Singapouriens aient fait une révolution pour l'enlever de là. Et il me semble que c'est son fils qui a pris le relais. Oui, c'est son fils qui a pris le relais, et sans pour autant, parce que les gens ont vu, en fait, que leur vie, leur standing de vie, ou du moins leur qualité de vie, demain s'est amélioré. On a vu les Gabonais applaudir, magnifier en quelque sorte le coup d'État, mais il y a un après.
Qu'en est-il des jeux d'intérêt de ces Gabonais même et aussi des partenaires, comme je disais tantôt? Votre avis, Adama? Oui, en fait, comme le disait Rivo, effectivement, économiquement, le pays a échoué sur la répartition des richesses. Plus de 34% des Gabonais vivent en dessous du seuil de la pauvreté, mais ça c'est quelque chose de très subsaharien, suis-je tenté de dire, quand je vois la plupart de nos structures socio-économiques dans nos pays. C'est lié en partie au fait que nous transformons très peu de matières premières localement, donc il y a un taux de chômage élevé. Et toutes nos économies sont tournées vers l'export. Le manganèse au Gabon, jusqu'à très récemment, était exporté. Le bois était exporté. Le pétrole était exporté de manière brute, même s'ils ont une petite raffinerie, etc. Et là, c'est un schéma qu'on retrouve dans la plupart des pays africains, francophones comme anglophones. Le Nigeria, ce n'est que très récemment avec Dangote qu'on est en train de faire une raffinerie digne de son nom. Mais le Nigeria, c'est un pays, le 8e producteur mondial d'or noir, qui se retrouve avec des pénuries d'essence et de gasoil. Le Sénégal, c'est un pays qui n'avait pas de pétrole jusque-là, mais qui, dès les premières années de l'indépendance, a construit une raffinerie. Donc le Sénégal se retrouve avec un marché de carburant à la pompe mieux régulé et plus soutenu que le Nigeria. Comment expliquer ce paradoxe alors? Mais écoutez, c'est la gestion. Encore une fois, il y a un économiste de l'extrême droite française que je ne vais pas citer, qui avait dit c'est une question de compétence. Mais moi, je me dis non, c'est une question d'opportunité, c'est une question de marché aussi. Puisque si vous avez des petites centrales, elles ne sont pas rentables, de petites raffineries, elles ne sont pas rentables. Et là encore, on revient, peut-être vous allez dire, c'est la sempiternelle en fait, réponse à tous les maux de l'Afrique. Il faut une intégration. Oui, ça c'est vraiment. À la ZLECA. On en revient à la ZLECA, oui, qui pour moi est en ce moment, dans ce 21e siècle, est la seule solution à tous les problèmes de l'Afrique. Parce que sans une intégration, on ne pourrait pas construire des raffineries vraiment rentables. D'ailleurs, Dangote, sa grande méga raffinerie qui a coûté 10 milliards, 18 milliards, excusez du peu, 18 milliards de dollars, il est devenu l'un des plus grands militants de l'intégration économique de la CEDEAO et partant de la ZLECA, parce qu'il sait que pour que ces structures soient rentables, il faut un marché. Et le problème de nos PME, de nos entreprises, c'est que nous sommes dans des marchés très exigus où nous ne pouvons pas faire des économies d'échelle, profiter de l'aubaine offerte par la jeunesse africaine. On dit que oui, l'Afrique compte 1,4 milliard de consommateurs, mais non, c'est divisé par 54, puisque vous voulez un ingénieur informaticien, il est au Kenya, mais il ne peut pas travailler ici, et vice-versa. Nous sommes dans de petits marchés cloisonnés et qui sont hérités de la colonisation, ce qui nous fait reparler encore de cette France-Afrique, qui, pourtant, elle est morte. Peut-être c'est la volonté politique, la volonté des Africains qui reste. La ZLECA, la solution par excellence, vous partagez cet avis? Je nuancerai. Je ne dis pas, Adama dit c'est la solution pour lui. Moi, je ne pense pas en fait. Pourquoi? Quand vous regardez bien, c'est-à-dire que pour qu'une intégration, moi je suis d'accord avec Adama, là je te suis. Et je suis partisan de ça. C'est notre seule voie, c'est qu'il faut qu'on puisse s'unir. Et d'ailleurs, c'est les pères de l'indépendance, c'est-à-dire que Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Modibo Keïta, bref, les pères de l'indépendance, le père du moins de ces Léopold Sédar Senghor, Hassan justement, il y avait deux, justement. Mokhtar Ould Daddah. Il y avait deux écoles. On les cite tous ou on ne cite personne? En fait, il y avait deux tendances de panafricanisme. C'est-à-dire qu'il y avait celui, en fait, l'école de Casablanca et celui de Monrovia. Et la ligne qui a été adoptée par l'OUA à l'époque, qui est devenue le LUA, c'était la ligne de Monrovia. C'est-à-dire, en gros, c'est-à-dire que la ligne de Casablanca, c'est défendue par Kwame Nkrumah, et la ligne de Monrovia, c'est par Léopold Sédar Senghor et puis par Houphouët-Boigny. Donc rapidement, juste les deux lignes, c'est quoi? C'est que la première ligne, donc l'école de Casablanca, disait qu'il faut une intégration définitive, les États-Unis d'Afrique. C'est-à-dire qu'on doit avoir un seul gouvernement fédéral, c'est-à-dire que nous devons nous fédérer avec un seul gouvernement parce que c'est uniquement comme ça en fait qu'on va faire.
L'école du moins de Monrovia disait non, on doit d'abord chacun faire de notre côté, et voilà, par étape, et une fois qu'on aura fini, faire ce qu'on a à faire, on va s'unir. C'est cette ligne-là, en fait, du moins qui a gagné. Bien. Moi, je suis partisan, effectivement, du moins de cette intégration à Dama. Mais pas à n'importe quelle condition. De l'école de Monrovia, finalement. Bien, oui, mais pas, en fait, c'est-à-dire qu'on doit dépoussiérer. Et peut-être là, je fais un appel à tous nos intellectuels. Peut-être il est temps, parce que vous voyez, ce sont des théories, ce sont des idéologies écrites par les intellectuels. Je lance un appel, en fait. À quel moment ils écrivent? Peut-être, j'ai raté beaucoup de choses, hein, mais à quel moment, justement, il est temps, justement, de refaire? Parce que, regardez, nous sommes 60 ans après, on parle encore de moins de quelque chose, de moins de très longtemps. L'intégration. Prenons l'exemple, parlons un peu plus concret par rapport à nos téléspectateurs. Nous avons déjà la zone UEMOA et puis la zone CEDEAO beaucoup plus élargie. Très bien. Qu'est-ce qu'on en fait avec la zone UEMOA? Ça existe déjà, en fait, demain pour nos entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis malien, je peux venir m'installer au Sénégal. En théorie. Oui, non, mais si. Parce que déjà, c'est-à-dire que moi je viens avec ma carte d'identité. En 6 des barrières non tarifaires. Mais c'est ça en fait ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, et c'est là où je vais en venir. C'est-à-dire que pour moi, la ZLECAf, parce que Dominique m'a posé la question, est-ce que toi tu crois à la ZLECAf? Je dis, moi je nuancerais. Parce que déjà l'expérience micro ou méso en fait. Au niveau de l'UEMOA. Méso au sein de l'UEMOA. N'a pas convaincu. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas encore à l'exploiter. Pourquoi on n'arrive pas à l'exploiter? C'est ça, je pense que la question. Pourquoi on n'arrive pas à l'exploiter? Question essentielle. C'est justement... Nous y reviendrons dans nos prochains... C'est le manque... C'est justement le manque de la profondeur du tissu entrepreneurial de chaque pays. C'est-à-dire que nos pays sont essentiellement catégorisés ou identifiés par le nombre de multinationales en fait chez eux. Et pour preuve, nos politiciens... Les politiques dans nos pays, c'est systématiquement pour faire venir, en termes d'investissement, c'est comment les grands groupes, en fait, vont venir chez nous. Donc, les grands groupes, quand ils viennent chez vous, en gros d'ailleurs, si je ne me trompe pas, peut-être Adama me corrigera, c'est que ça c'est une demande des multinationales. C'est comme à l'époque, lorsqu'ils ont fait l'OADA. L'OADA, c'était quoi? L'OADA, donc, c'est pour nos téléspectateurs, donc c'est le droit des affaires qui régit tout un espace. Donc, il faut être membre. Pourquoi l'OADA en fait a été fait? 17 pays, l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires. Pourquoi on a créé l'OADA? Mais c'est le problème de en fait, c'est le problème de la liquidation de Air Afrique avec Air France. C'est-à-dire que pour le même sujet, entre Congo et Abidjan, on n'avait pas les mêmes décisions. Donc, les Français ont dit, écoutez, et c'est quoi cette histoire-là en fait? On voudrait que vous ayez en fait un droit uniforme, de moins pour schématiser. L'OADA est né. Pareil là pour les multinationales. Aujourd'hui, effectivement, quand vous êtes à Dakar et que vous voulez aller à Abidjan, il y a toutes les tracasseries en fait possibles et inimaginables. Quand vous êtes au Zimbabwe, vous voulez venir ici, il y a toutes les tracasseries, mais tracasseries pour qui? Non pas pour les PME zambiennes, non pas pour les PME ougandaises ou non pas pour les PME rwandaises, mais essentiellement pour les multinationales en fait. Et pour les PME aussi. Oui, mais je veux dire, c'est que... Cher Rivo, une PME sénégalaise qui veut aujourd'hui exporter de la matière première ou non de Dakar à Ouagadougou va faire face à des corridors, au checkpoint formel et informel sur les corridors. Mais en quoi l'ISAID avait fait une étude il y a 10 ans et ça coûtait excessivement cher. Oui, mais en quoi la ZLECAf Adama va gérer ça? Parce que nous sommes déjà dans une zone intégrée. Je suis d'accord avec vous. Il y a loin de la coupe aux lèvres entre les décisions prises par les chefs d'État et la mise en œuvre. Il y a toujours des écarts, ça c'est vrai. Mais le plus important, c'est la volonté politique et c'est la poursuite inlassable des réformes pour justement éradiquer les obstacles. L'UEMOA, effectivement, est confronté à ces barrières non tarifaires et aussi à certaines discontinuités. Par exemple, sur le plan fiscal, sur les obligations, par exemple, il y a une fiscalité qui varie entre pays. Ce qui fait que vous pouvez être à Abidjan, avoir un meilleur rendement sur le même instrument que moi qui est à Dakar. Donc là, c'est parce que les États exercent leur volonté souveraine de rehausser la fiscalité qui est de leur ressort. C'est parmi les imperfections du fonctionnement, mais les gens en parlent dans les commissions, dans les rencontres ministérielles, dans les rencontres entre les hommes d'affaires. Et l'UEMOA, si tu vois, depuis 1994, il y a eu beaucoup d'avancées. L'année dernière, ils ont sorti un cadre unique pour les PPP, par exemple. C'est une grande bataille de haute lutte.
Ça a été obtenu. Donc, il y a beaucoup d'avancements. Il y a déjà ce marché unique de la dette qui fait que les excédents et les déficits des 8 pays sont mis en commun pour que chaque semaine, on puisse faire des levées. Avant, les États obtenaient de l'argent par décaissement direct auprès de la Banque centrale. Aujourd'hui, non. C'est la loi de l'offre et de la demande qui fonctionne. Tout ça, c'est des avancées. Mais la CEDEAO, juste, s'inspire beaucoup de l'UEMOA parce qu'elle est plus grosse, elle est imparfaite parce que il y a différents pays qui ne sont pas soumis au même régime juridique, comme l'OHADA, par exemple, qui concerne les 8 pays de l'UEMOA. Et la CEDEAO, elle est en panne. Pourquoi? Parce qu'on a un grand pays, le premier pays de la CEDEAO. Oui. Nous y reviendrons voilà. Juste peut-être un point, c'est que, voilà, ce que Adam a dit, en fait, ça ne me dit toujours pas en quoi la ZLECAf va régler tous ces problèmes-là, parce que la ZLECAf, c'est censé finalement enlever toutes les barrières. On a déjà, je dis, en fait, une zone, la CEDEAO, qui est censée justement, en fait, c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que l'UEMOA, peut-être l'UEMOA, pas la CEDEAO, excusez-moi, l'UEMOA, on est une zone beaucoup plus intégrée. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les grandes banques, toutes les banques aujourd'hui, c'est la zone la plus intégrée d'Afrique. Oui. Mais toutes les banques aujourd'hui, ils ont tous leur siège social à Lomé. Pourquoi? Parce qu'ils ont une fiscalité en fait très privilégiée. Donc ce que je veux dire juste par là, c'est que avant de faire quelque chose de beaucoup plus grand, testons d'abord, rôdons d'abord, regardons d'abord nos intérêts. C'est ça surtout en fait le mot que je voulais dire, nos intérêts. Et je ne pense pas que la ZLECAf... Nos intérêts en tant qu'Africains ou nos intérêts en tant que... Non, mais nos intérêts en tant qu'Africains. Oui. Non, nos intérêts en tant qu'Africains. Pour moi, c'est l'unité culturelle africaine a été démontrée depuis Cheranta, etc. et tout. Donc ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais forcément, nos intérêts en tant qu'Africains. Parce que là, c'est vraiment État africain contre les multinationales pour moi, en fait. Voilà, je t'en prie, Dominique. Alors, nous y reviendrons dans nos prochains débats. Alors, juste pour lui répondre. Sur la ZLECA, le vrai obstacle, ce ne sont pas les multinationales. L'opportunité, ce n'était pas aussi les multinationales. C'est nous-mêmes, pays africains, après 60 ans, on s'est rendu compte que ça n'avançait pas. La ZLECA part d'une volonté vraiment interne africaine. La présidente de la commission de l'Union africaine, Madame Dlamini Zuma, avait formulé ça sous forme de rêve. Je rêve d'une Afrique en 2063. Une Afrique où on peut circuler du Cap au Caire, à bord du train, sans être inquiété, sans qu'on te demande un visa. Une Afrique des peuples. Et c'est à partir de là que ça a été segmenté en plusieurs aspects, dont la ZLECA. Et l'objectif, c'est d'arriver à une Afrique unie en 2063. Donc, il y a vraiment une volonté. Maintenant, le problème, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre se heurte essentiellement aux intérêts des États. Parce que nos États vivent de la douane pour 35% de leur budget. Et la plupart ont du mal à démanteler les barrières tarifaires. D'autre part, comme il y a des problèmes de gouvernance, les barrières non tarifaires persistent. Persistent le long des routes, le long des frontières, dans les aéroports, dans les ports. Et là, c'est les goulots d'étranglement vraiment qui font que la ZLECA a du mal à avancer. Et l'intégration économique, d'une manière générale, rencontre ces obstacles. Oui. Oui, mais... Alors, restons au... Juste peut-être un dernier point, parce que franchement, c'est important sur ce point-là. C'est-à-dire, en fait... soyons pas, regardons un peu plus large. En fait, moi, mon point, pour synthétiser mon point, c'est que les ZLECAf, juste Dominique, à l'état actuel des choses, à l'état actuel de la réalité du moins de nos écosystèmes, de la réalité de la profondeur du moins de nos PME capables d'aller là-bas, parce que mine de rien, il y a la SADC aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, là, nous, on parle de ces zones-là, il y a la SADC. Ce que je veux dire, c'est qu'avant de fusionner tout ça, regardons d'abord, tirons d'abord l'expérience, parce que nous, quand même, dirigés par des technocrates qui voient des choses juste sur des papiers, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? Je trouve qu'on devrait davantage regarder vraiment point par point. Je ne suis pas contre l'intégration, c'est ça que je veux dire. Absolument pas, au contraire. Mais tel qu'il est présenté actuellement, de mon point de vue, peut-être je me trompe, en fait, vous êtes sur l'intégration pragmatique. Trop avantageux, exactement. Trop avantageux pour les multinationales. Voilà. Alors, nous allons atterrir à nouveau au Gabon. Hein. Très intéressant. Nous y reviendrons, mais l'actualité nous oblige à rester au Gabon parce qu'il s'est passé quelque chose d'historique depuis le 30 août au Gabon. Vous l'avez dit tout à l'heure, après le coup de force au Niger, le 26 juillet, il y a eu une condamnation à l'unanimité
aux 4 coins de la planète. Mais concernant le cas du Gabon, beaucoup se sont réservés et ont réagi juste après, ce qui a également suscité pas mal de questionnements. Et je pense que vous avez répondu à la question. Alors, venons-en à la question sur le coup d'État qui a été largement applaudi par la population gabonaise. Est-ce qu'on peut dire que Churchill, qu'il avait raison de dire que la démocratie est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres, Adama? Oui, et Churchill, il l'a dit, pas à la fin de la guerre mondiale comme beaucoup le pensent, mais il l'a dit quand il a lui-même perdu les élections chez lui avec amertume. Parce qu'il estimait qu'il devait gagner. Et il a dit que la démocratie, c'est vraiment le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Moi, je suis d'accord avec lui. Au Gabon aussi, je pense qu'il n'y a pas mieux que la démocratie, même si c'était une démocratie qui était un peu bouchée quelque part, il n'y avait pas de transition. Mais quand même, quand on voit les intérêts du pays, quand on voit les implications d'un coup d'État, les conséquences du coup d'État sur la réputation du pays, sur les programmes avec les partenaires internationaux, sur toutes ces interruptions, parce que c'est en série. C'est beaucoup de décisions derrière qui vont être prises par rapport à ce pays, aussi bien au niveau de la Banque mondiale et du FMI qui était en programme avec le Gabon, au niveau du marché international où le Gabon, comme je vous le disais, est un client jusque-là qui avait plus ou moins une réputation d'une certaine stabilité. Et puis le pays expérimentait une politique de préservation de ses ressources. Je vous rappelle que 88% de son territoire est couvert par la forêt tropicale. Donc c'est un pays clé dans la préservation de l'écosystème du bassin du Congo et partant de l'humanité. Donc le coup d'État, je me dis, voilà, il y a une transition qui est là. J'espère qu'elle sera la plus courte possible, qu'elle sera pragmatique et que le président de la transition ne sera pas tenté de perdurer, de rester au pouvoir et que bientôt il va le remettre aux civils. Mais je me pose aussi la question de ce qui est advenu du résultat des élections, puisque le président venait d'être déclaré réélu à 64%. Alors, il n'y a pas mieux que la démocratie, vous partagez cet avis? Alors, faisons un peu d'histoire, Dominique. C'est très bien, en fait, faisons un peu d'histoire. Démocratie, en fait, qu'on nous dit. Les pays, en fait, qui nous donnent Churchill, qui parlent de moi, que tout le monde cite, depuis quand qu'ils sont démocratiques, en fait? Alors d'abord, ça, j'aimerais, en fait, qu'on puisse... ça c'est ma première question. La démocratie telle qu'on nous vend, la Grèce, en fait, c'est-à-dire qu'elle est originaire de la cité, en fait, Athènes, ils n'ont jamais pratiqué. C'était la cité la plus, c'est-à-dire inégalitaire, avec des esclaves, et ainsi de suite. Là, ce que je voulais en venir, c'est que on devra se poser la question. C'est-à-dire que là, effectivement, par rapport à ta question, on regarde systématiquement, en gros, les conséquences, mais on ne regarde jamais la cause. Et je pense qu'une des causes, c'est que ces institutions, ailleurs, ne marchent pas, en fait, chez nous. C'est ça ma conclusion. Pourquoi? Quand on regarde l'histoire de l'Afrique, 62 siècles continuent. C'est-à-dire que les Européens calculent à partir de l'an 0. Donc, nous sommes en 2020. Mais l'humanité, en fait, a existé avant. C'est-à-dire, c'est l'Égypte, c'est la civilisation la plus aboutie, en fait. C'est-à-dire la plus aboutie et qui a donné autant, en fait, aux êtres. 40 siècles avant. 40 plus 20, ça fait 60. Bien. Après la chute de l'Égypte, il y a eu différents royaumes, parce qu'effectivement, nous, on cite l'Égypte. Il y a eu plus différents royaumes, il y a eu plusieurs empires. Empire du Congo, empire du Mali, empire du Songhai, empire Zoulou, et ainsi de suite. Comment ils ont tenu, en fait, en 60 siècles? Comment ils ont tenu? C'est-à-dire que nous, en tant qu'Africains, c'est ça ma question, c'est que nous avons notre propre fonctionnement. Et là, je renvoie à un livre, formidable livre. Il faut le relire, ce livre, je pense. Il faudrait même le vulgariser. Le livre de Cheikh Anta Diop. Pour moi, c'est son meilleur livre. Nation nègre culture? Non, c'est pas celui-là. C'est l'Afrique noire précoloniale, où il décrit de manière méthodique, brillantissime, comment, en fait, les empires ont pu durer. Regardez l'empire du Mali. Regardez l'empire du Mali.
de l'océan Atlantique jusqu'à aujourd'hui avec le Burkina, du moins d'aujourd'hui, avec autant d'ethnies, avec autant de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que mais vous mon cher Rivo, je finis juste, Adama, excuse-moi. Tout en vraiment en vous rejoignant sur cette belle épopée de l'Empire du Mali, mais c'était pas un empire aussi qui avait une certaine centralité du pouvoir au sens moderne. Mais justement, et c'est là en fait, et là où je vais en venir. De l'État. Adama, c'est exactement là où je vais en venir. Et en fait, non mais c'est intéressant ta remarque, mais justement c'est là où je vais en venir. C'est-à-dire que moi, mon questionnement est le suivant. Moi, je ne suis pas le premier à le faire. D'autres intellectuels, en fait, l'ont appelé à le faire. Mais quand on le dit, on dit que non, que vous, voilà, vous voulez retourner à votre jungle, il faut aller à la liane, etc. Et tout. Non, moi, je pose juste la question. Comment ces empires, en fait, ont pu perdurer autant de siècles? Comment ils ont réussi à être stables? Parce qu'ils avaient un système politique, en fait, qui était en place. Il y avait des institutions fortes. Aujourd'hui, on parle des institutions fortes. Là où je veux juste en venir, c'est que Churchill, il est venu très après. Donc, ce que je dis juste, c'est que nous devons nous poser des questions. C'est-à-dire que la Centrafrique qui a démarré, oui, peut-être c'est un épiphénomène. Le Mali qui a suivi, ouais, peut-être c'est encore un hasard. La Guinée qui vient, on dit, tiens, il y a quand même, c'est quand même bizarre. Le Burkina Faso qui arrive, qu'on appelle le Niger qui arrive et le Gabon qui arrive. En sachant qu'il y a d'autres potentiellement, je ne vais pas les citer, mais je pense que tout le monde aurait deviné. Qu'est-ce qui se passe? Et le point commun de tout ça, c'est quoi? C'est le problème du moins des institutions. C'est-à-dire que la faiblesse des institutions. Tout à l'heure, effectivement, et moi je suis d'accord avec Adama qu'on dit le peuple. Adama a posé la question à juste titre, on dit, mais sur quoi te bases-tu que le peuple a exprimé? Effectivement, le fait de voir quelques personnes vues par la caméra à Niamey ne représente pas nécessairement l'ensemble de Niger. Exactement. Le fait de voir quelques personnes, du moins du côté de Libreville, ne représente pas nécessairement, du moins, tout le Gabon. Et c'est là où j'ai dit, c'est-à-dire que nous devons nous interroger par rapport à ces institutions qui nous ont été imposées. Mais jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas vu des Gabonais se prononcer contre le coup d'État. Apparemment, les images qui défilent sur les chaînes internationales, on voit la population en liesse qui applaudit. Mais la population que tu dis justement, donc si on est beaucoup plus précis, c'est-à-dire qu'il y a... Ils ne sont pas allés au fin fond du Gabon. Pas représentatif du territoire gabonais. Oui, c'est ça que j'ai dit en fait. Donc, je me pose la question en fait. Je me pose la question avec toi dans le sens où, moi, mon questionnement, c'est que nous devons nous poser la question sur nos institutions. Clairement, de mon point de vue, ça ne marche pas. Ça ne matche pas par rapport à ce que nous, on voit. Dans le livre justement de Cheikh Anta Diop en question, l'Afrique noire précoloniale, il explique le roi dans notre système, dans tous ces systèmes, c'est un système monarchique ou du moins il y a un empire. Il ne décidait pas seul, en fait. D'ailleurs, il ne décidait pas. Il y avait systématiquement un conseil de sages. Ce n'était pas le Parlement, mais c'est un conseil de sages. C'était comme ça, en fait, c'est fait. Je ne dis pas qu'il faut qu'on revienne à ça. Et là, j'appelle aux intellectuels, une fois encore, je le dis, c'est nos théoriciens, nos intellectuels doivent réécrire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une base qui est là. Et on doit réfléchir. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, Dominique, on ne doit pas insister. On ne doit pas insister. Et on doit rester ouvert parce que le changement, c'est ça qui fait peur à tout le monde. On dit, ouais, mais si on abandonne la démocratie, qu'est-ce qu'on fait? On n'a jamais été, en fait, 60 siècles. L'Égypte, pendant 40 siècles, ils n'ont pas connu la démocratie. Ils ont vécu pendant 40 siècles. Ils ont donné à l'humanité tout. Tout. Mathématiques, sciences, arts, musique, tout. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas gouverné par la démocratie. Le royaume du Congo, ils n'ont pas gouverné le royaume du Congo, du moins par la démocratie. Il est Ifé. Ils n'ont pas... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc... En quelque sorte, vous rejoignez Adama. Oui, non, c'est-à-dire que moi, je me pose la question. Posons-nous la question. Parce qu'on est là aussi pour faire réfléchir. Je n'ai pas la réponse parce que c'est des problèmes complexes. Moi, je constate juste que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je cite tous ces pays-là et le fond commun, c'est que ça ne va pas. Les gens viennent, ils disent, OK, révolution du palais, quelqu'un qui vient pour acquaintance personnelle, OK, je t'enlève de là et moi ma place, et moi j'envoie quelques-uns de mes partisans, et j'ai dit que demain c'est la population. C'est un problème. On n'a jamais connu ça avant, en fait. Alors, pour finir avec ce débat consacré au Gabon, élection annulée selon la transition, quand deviendra-t-il pour ce candidat qui n'a cessé de revendiquer sa victoire? Et il a continué à le revendiquer et à exiger à ce qu'il soit reconnu comme le vainqueur. Mais le problème, moi j'ai un problème par rapport à tout cela, c'est que je n'ai pas vu de PV, je n'ai pas vu de chiffres qui attestent vraiment de sa victoire. Mais ça a été truqué, Adama, c'est ce qu'ils ont dit. Écoutez, c'est truqué, mais il dit j'ai gagné.
Mais il faut non, je te restitue ce qui était dit. C'est dire que je te restitue. Voilà, j'ai gagné, donc il faut des PV, il faut quand même nous montrer que tu as gagné. Deuxièmement, par rapport à la démocratie, effectivement, je pense que la démocratie, ce n'est pas une pièce achevée. Chaque peuple prend le principe et le remplit avec sa culture, avec ses équilibres, avec la démocratie à l'américaine, c'est pas la démocratie à la française. Nous avons les grands électeurs là-bas. En France, vous avez le suffrage universel plutôt. En Suisse, vous avez la démocratie directe. Par exemple, en Chine, vous avez cette centralité du Parti communiste avec les sages et consorts et qui marche très bien. Donc, nous, personne ne nous impose un système ou un autre. C'est à nous, avec notre génie, avec nos équilibres aussi, de construire nos modèles. Et c'est là peut-être où le bas blesse. Parce que, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a une spécificité qui fait que les Africains ne sont pas adaptés à la démocratie. Je ne dirais pas, comme Jacques Chirac, que la démocratie est un luxe en Afrique, parce qu'il l'avait dit. Oui, mais la démocratie, elle scie à l'Afrique, parce que quand même, je ne pense pas que les Africains préfèrent vivre sous la coupe du chef de village d'antan, qui gère lui-même sans... Tu caricatures. Non, le chef de village d'antan, oui. Je pense que Mobutu l'a reproduit en disant que nous sommes des Bantous, la démocratie Bantou, il n'y a pas d'opposition, il n'y a que de la juxtaposition. Oui, et que chez nous, le chef a toujours raison. C'est avec ces mots que nous vous remercions. Voilà, le chef n'a pas toujours raison. Il ne faut pas que le chef ait toujours raison, il faut que le peuple ait toujours raison. Et le peuple, il est dépositaire donc, de la légitimité à travers ces instruments qu'est l'État, l'État qui choisit son serviteur suprême. Il faut que le serviteur puisse finir son mandat. On ne peut pas être encore là à nager de putsch en putsch, chers rivaux. Et je souscris avec toi qu'il faut relire Cheikh Anta Diop, mais moi je préfère plutôt Nation Nègre et Culture. C'est avec ces mots que nous vous remercions. Alors, Rivaux, le mot de la fin? Mais en tout cas, j'étais ravi pour faire cette première demain de Financial Afrique avec toi, Dominique, et puis avec Adama. J'espère que demain qu'il y en aura d'autres. C'était un débat, effectivement, on a embrassé pas mal de sujets, mais je pense qu'il y a des sujets... Et concernant la situation au Gabon, votre mot de la fin? Oui, par rapport au Gabon, écoutez, je souhaite bonne chance à ceux qui ont pris quand même le pouvoir, parce que c'est quand même une grosse responsabilité. J'adresse effectivement mes sincères encouragements au peuple gabonais. Voilà, c'est-à-dire que Dieu merci, il n'y a pas eu une effusion de sang. Et salutations fraternelles depuis Dakar, et puis aux Gabonais, et puis au reste du continent, en passant sans oublier mon île natale qui est Madagascar. Je rappelle, Rivaux Simondesi, que vous êtes CEO de RDE, catalyseur des PME. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à Adama Wade, directeur de publication du magazine Financial Afrique. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Financial Afrique, pour la confiance renouvelée. C'est la fin de ce débat consacré au Gabon. L'information continue sur financialafrique.com.